Alors, on va attaquer par Madame la Ministre. L'intervention de l'État était nécessaire pendant cette crise. On en connaît le coût aujourd'hui, probablement sous-estimé par rapport à ce qu'il sera, mais vous estimez qu'on n'avait pas d'autre choix. Il fallait intervenir, ne pas intervenir, cela aurait été de reculer. Pourquoi? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je crois qu'à la minute où le président de la République annonce le confinement, la question de l'intervention de l'État dans l'économie ne se pose plus. Et c'est dans ce moment de crise que l'on redonne toutes ces lettres de noblesse à l'intervention de l'État. Personne n'hésite plus, tout le monde se tourne vers nous en disant « et maintenant on fait quoi ?» Donc de ce point de vue-là, on a une réhabilitation de l'intervention de l'État. Ensuite, les instruments sont des instruments d'intervention publique. Prêts garantis par l'État, activité partielle, on réactive ce qu'on avait fait en 2008, enfin ce qui avait été fait par les gouvernements précédents en 2008-2009. Là où je pense on a pris 3 positions très fortes d'un point de vue politique, c'est premièrement, on a protégé le travail. C'est-à-dire qu'avec l'activité partielle et avec au fond le fonds de solidarité qui est une façon de protéger l'outil de travail des indépendants, on n'a pas compté sur notre système de protection sociale en disant ça va permettre de gérer les victimes de la crise. On a dit le travail doit être absolument protégé. Donc on a remonté d'un cran notre intervention. La deuxième chose, c'est la rapidité. On a été obsédé par la rapidité d'exécution, ce qui veut dire du lâcher-prise par l'administration, c'est intéressant de le noter. On a lâché l'argent, ensuite on a contrôlé. La politique a repris le pouvoir sur l'administration. Voilà. Donc, quelques jours pour payer l'activité partielle ou pour donner des décisions de garantie d'État sur des prêts. Et la troisième chose, c'est qu'on a été d'un pragmatisme absolu. Et je pense que beaucoup de gens qui sont ici ont pu le voir. On était dans des réunions quotidiennes, on a passé notre temps à ajuster les mécanismes. Vous êtes en promesse d'embauche, vous êtes en activité partielle ou pas en activité partielle? Vous n'êtes pas rentré dans l'entreprise pourtant. Vous venez de créer votre entreprise, patatras, confinement. Comment on calcule le fonds de solidarité? Donc cet ajustement permanent a finalement donné une image de l'intervention de l'État très différente de celle qu'on pouvait imaginer ou fantasmer sur la rigidité, etc. Ça, c'est le comment. Maintenant, si on regarde les résultats, les résultats, ils sont au rendez-vous quand même. Les résultats, ils sont au rendez-vous. Les résultats, c'est que le pari qu'on avait fait de dire on protège le travail parce que ça permettra de redémarrer très vite, fait qu'à chaque fois qu'on a eu les conditions de travailler normalement et que la crise sanitaire a baissé la garde, les taux de croissance ont été au rendez-vous, et plus que dans d'autres pays. Le deuxième résultat, c'est le taux de chômage. Pardon, mais qui aujourd'hui, ici, il y a 18 mois, aurait signé pour un taux de chômage qui retrouve le niveau d'avant-crise, à ce stade de la crise? Et puis, je dirais, le troisième résultat, et je pense que c'est très important, c'est également les jeunes, et c'est le taux d'emploi des jeunes. C'est plus que le taux de chômage, c'est le taux d'emploi des jeunes, où on est au plus haut depuis 2008. Donc, oui, légitimité de l'action de l'État, et oui, ça a marché. Alors, sur le taux d'emploi des jeunes, c'est à nuancer, parce ça fait quand même 20 ans qu'on est à un taux d'emploi des jeunes qui est de 30% en France, qui est l'un des plus bas d'Europe, et il n'a pas vraiment augmenté. Il n'a passé que 2 fois depuis 20 ans le taux de 30%. Il n'a pas augmenté depuis la crise. Merci en tout cas, Madame Pannier-Runacher. Je me tourne vers Agnès Verdier-Molinier. Vous êtes d'accord pour dire que, ce qui est original pour l'IFRAP, que l'intervention de l'État était nécessaire pendant cette crise. Mais vous dites que de toute façon, ça va induire quelque chose d'assez pervers, c'est que ça a accoutumé les gens, et notamment les entreprises, à l'aide de l'État, et qu'on va avoir du mal à s'en passer. Et d'ailleurs, voulons-nous nous passer de cette aide de l'État ? Oui, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Je suis très heureuse de vous retrouver. Il y a 2 ans, on était là, ici même, et j'échangeais avec Gérald Darmanin et je lui disais qu'il y avait un énorme problème de compétitivité de nos entreprises, notamment sur la question des impôts de production, on s'en souvient, cet écart de 150 milliards qu'on a toujours avec les pays de la zone euro hors France, 150 milliards d'impôts supplémentaires payés par nos entreprises françaises. Et ça, malheureusement, ce n'est pas les 10 milliards de baisse de taxes de production qui ont été annoncés qui vont changer cette donne. Par ailleurs, se libérer de l'État, c'est une question extrêmement paradoxale dans les temps que nous vivons, parce que l'impression que ça a donné, c'était quand même qu'on avait en permanence besoin de l'État pour aider les entreprises. Moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on n'en a pas trop fait? Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Est-ce qu'on n'a pas trop arrêté l'activité?
Et ça, c'est une demande de l'État, ce n'est pas une demande des entreprises. En mars-avril 2020, on compare jour après jour. Et on voit que dans l'industrie allemande, ils continuent à produire beaucoup plus que nous, on arrête les chaînes de production. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin de l'année 2020? On a une récession plus importante en France qu'ailleurs. Un peu en dessous de 8%. 8,2. Voilà, les Allemands sont autour de 5. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait mieux été dans le détail, parce que là, on nous dit on arrête le quoi qu'il en coûte, on ajuste au plus proche, on fait vraiment de la haute couture. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait tout de suite? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout de suite dit ceux qui peuvent télétravailler, télétravaillent, ceux qui ne peuvent pas télétravailler, mesures sanitaires renforcées, on essaie de ne pas impacter trop la création de valeur ajoutée. Votre critique, elle porte sur le premier confinement et sur la gestion par l'État de la crise. Surtout le premier confinement qui a été extrêmement dramatique pour l'arrêt de l'économie. Je ne me suis pas réveillée maintenant, on l'a dit dès le début. Dès le début, on a constaté, et des PME, des ETI avec qui on est en contact nous disaient, nous on tourne à 20 ou 30%, les Allemands tournent à 100% dans les mêmes secteurs. Bon. Donc là, il y avait... Ça, c'était lié à quoi? C'était lié à un trop plein d'interventionnisme de l'État, à des règles qui étaient trop tatillonnes, à une fermeture administrative qui était trop importante? C'est le fameux quoi qu'il en coûte. C'est on va au maximum du maximum. Alors qu'on aurait pu dire, on essaie de maximiser le potentiel de production qu'on peut continuer à faire dans notre pays. Parce qu'il faut rappeler que la valeur ajoutée, elle se crée dans les entreprises. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'à court terme, l'État a arrosé. Il a aidé les boîtes. Il a payé le chômage partiel. OK. Ça, c'est aujourd'hui, on dit, formidable, il y a moins de défaillances, etc., etc. Je ne peux pas dire le contraire. Mais demain, qui va payer? Madame la ministre, vous avez dit, on a réactivé à peu près des dispositifs qu'on avait déjà testés en 2008, et puis on a rajouté le chômage partiel qui a été copié des Allemands. Moi, j'ai peur qu'on réactive aussi les mesures qui ont été prises après crise, en 2011, en 2012. Et ça a été quoi? Les impôts. Ça a été du matraquage fiscal. Ça a été du matraquage fiscal pour les ménages. Les ménages, maintenant, on ne peut plus rien faire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. Je ne vais pas revenir sur... Non, vous connaissez l'histoire par cœur, moi aussi. Là, il va se passer quelque chose. Il y a des élections l'année prochaine. Je suis sûre que vous êtes sincère. Je suis sûre que quand vous dites on n'augmentera pas les impôts, vous le pensez. Mais il y a un boulevard énorme pour tous ceux qui vont dire « Attends, on peut continuer à dépenser sans compter, puis les boîtes, elles ont été vachement aidées, alors on va leur rogner. On va leur rogner des avantages fiscaux, on va leur rogner sur du CIR, on va rogner sur des niches fiscales, on va rogner les aides, les subventions, etc. » Donc, pour l'instant, ce n'est pas le discours, et ce n'est pas le discours des candidats qui sont déclarés. Ce n'est pas le discours, mais figurez-vous, Marc, qu'il y a des élections en 2022 et qu'il va y avoir un méga débat sur ce sujet. Et qu'on va dire, les entreprises ont énormément récupéré, donc maintenant il va falloir payer en partie la crise. Et moi je crains un débat là-dessus, et je dois vous avouer que j'ai déjà des appels de gens qui réfléchissent pour 2022 et qui me disent, tu ne crois pas qu'on pourrait rogner quelques niches fiscales sur les entreprises? De quel camp? Les appels de quel camp? Et l'autre chose... Yes, de quel camp les appels? Ça vient d'où? Les camps réfléchissent tous sur ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'ils voient bien qu'il y a un problème budgétaire. Je ne vais pas rappeler ce qu'a dit Pierre Moscovici tout à l'heure. Donc, il y a un sujet. Le Conseil des prélèvements obligatoires est en train de travailler sur un rapport sur le rendement de l'impôt sur les sociétés, comme par hasard. Donc, attention à ce qui va se passer. Parce que nous, on a été très vigilants dans les dernières années. Souvent, quand on nous dit il va y avoir de la baisse de la dépense publique, en réalité, c'est de la baisse de la dépense fiscale. Vous savez ce que c'est? Ça s'appelle des augmentations d'impôts. Alors, certes, ce gouvernement essaie de faire des efforts, pas à l'aune de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait baisser beaucoup plus les impôts sur les entreprises pour rendre de la compétitivité à nos entreprises. Ce n'est pas 10 milliards qu'il faut faire, c'est 30 ou 40 milliards. Pour les impôts de production. Merci Agnès Verdier-Molinier. Madame la ministre, vous vouliez répondre? Vous êtes sincère ou pas alors? Oui, alors, réponse très rapide. Je pense que la vision, je ne peux pas parler des autres candidats et le débat ne devait pas être présidentiel. Vous pouvez parler pour un candidat en particulier? Je peux parler au nom de, je dirais, la majorité qui est aujourd'hui au pouvoir. Elle est très claire. On a le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé d'Europe, voire des grands pays du monde. C'est une question de bon sens. Si on veut rester compétitif, si on veut aller chercher de la croissance,
Il faut évidemment ne pas augmenter les impôts, et il n'y a aucun doute sur le sujet. Quant à la question de la dépense publique, là aussi, on a tracé le cap très clairement. Bruno Le Maire l'a rappelé hier, les réformes, il faut les poursuivre. La réforme de l'assurance chômage, la question de la réforme des retraites, c'est là où on va aller chercher le grain à moudre pour effectivement relancer notre économie. Donc non, ce n'est pas une question de sincérité, c'est une question d'efficacité. Et cette question d'efficacité, je le rappelle, c'est ce gouvernement, alors c'est jamais assez, mais c'est ce gouvernement qui a baissé les impôts de production, qui a baissé l'impôt sur les sociétés, qui a baissé l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Je rappelle que beaucoup d'indépendants sont à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, 5 milliards d'euros, excusez du peu, et qui a baissé la taxation du capital lorsqu'on investit dans les entreprises. Et qui a augmenté je pense qu'aujourd'hui, si on doit effectivement juger les gens sur les actes, et je préfère les juger sur les actes que sur les promesses, on a été au rendez-vous et on sera au rendez-vous après. Merci. Pascal Demurger. Vous pensez qu'on a besoin de l'État et qu'on a besoin de l'État de manière structurelle, parce que c'est son rôle de définir le bien commun et d'aider les entreprises à supporter le coût des transitions. Et notamment, vous êtes pour que l'État intervienne pour fixer des caps, pour valoriser un certain nombre de choses vis-à-vis du consommateur. C'est-à-dire que grosso modo, vous êtes pour un État qui est régulateur et un État qui est orientateur. Je crois qu'on fait tous le constat, et on est tous d'accord là-dessus, sur un niveau qui devient insoutenable, en effet, des prélèvements obligatoires, de l'endettement et donc de l'interventionnisme de l'État. En même temps, nous sommes tous chefs d'entreprise et tous soumis à un certain nombre de pressions, et on a vu avec la crise une augmentation notamment de l'attente sociale à l'égard des entreprises sur, au fond, l'opinion publique aujourd'hui, et donc les consommateurs, et donc nos salariés, attendent de nous, attendent des entreprises, non seulement qu'elles créent de la valeur, non seulement qu'elles créent de l'emploi, non seulement qu'elles produisent des biens et des services, mais également de plus en plus qu'elles prennent en charge un certain nombre de problèmes globaux. Et en particulier qu'elles prennent en charge en partie la transition écologique. On est quand même relativement démunis face à ça. Ça veut dire des investissements, ça veut dire des coûts supplémentaires, ça veut dire des orientations. Et par ailleurs, on voit bien, en particulier ces dernières années, qu'il y a une espèce de compétition, notamment entre les grandes entreprises, sur qui aura la raison d'être la plus engageante, qui aura la communication la plus belle sur l'impact positif qu'elles ont. Tout ça quand même avec énormément de greenwashing derrière et des réalités pas toujours tangibles. Moi, je pense que dans ce contexte-là, l'État a un rôle, et pour le coup, qui n'est pas un rôle inflationniste, qui ne génère aucune dépense publique et qui même peut diminuer les engagements de l'État. Son rôle, c'est de permettre une clarification des choses entre les entreprises, sur la base de ce qui se développe depuis déjà pas mal d'années, c'est-à-dire l'information non financière que les entreprises doivent délivrer. On connaît tous les directives NFRD, CSRD en la matière. On a vu l'initiative du gouvernement sur la plateforme Impact, qui demande aux entreprises volontaires pour l'instant de communiquer un certain nombre d'informations non financières. Et tout ça doit permettre demain de se faire une idée beaucoup plus précise de la réalité de l'engagement des entreprises et de leur impact. Et ça permettra demain, moi j'en suis convaincu, de la même manière qu'hier, par exemple, le Nutri-Score est né avec beaucoup de réticence dans un certain nombre de la part d'un certain nombre d'entreprises, notamment de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, on voit que les entreprises, y compris les plus opposées au début, sont complètement rangées à la réalité de ce Nutri-Score et ont commencé à modifier leur production en fonction de cette notation. Moi, je suis convaincu que demain, à l'image du Nutri-Score... À contrario, la plateforme Yuka a fait beaucoup plus pour la consommation alimentaire que le Nutri-Score. Oui, mais... Et là, c'est une initiative d'entreprise privée. Mais je ne dis pas que... D'ailleurs, Nutri-Score, ce n'est pas une initiative d'État. Ça a été encouragé par l'État, mais ce n'est pas une initiative étatique. Donc, bien sûr, il doit y avoir une initiative privée pour que demain, il y ait une forme
d'impact score, mesurant le niveau d'engagement des entreprises, mais ça ne peut se faire que sur la base d'une information vérifiée, d'une information crédible, et qui est effectivement l'information non financière que les entreprises doivent fournir au pouvoir public. Donc moi je pense que derrière le sujet de l'interventionnisme de l'État, de plus ou moins d'État, de plus ou moins de dépenses publiques, le nouveau débat en réalité sur le rôle de l'État, c'est plutôt un rôle de prévention. Lorsqu'une entreprise pollue, lorsqu'une entreprise crée des externalités négatives, comme disent les économistes, on sait bien que derrière, il y aura de la réparation. On sait bien que derrière, il y aura nécessairement des dépenses publiques pour réparer cela. Je crois que le rôle de l'État de demain, c'est précisément de prévenir et donc d'inciter, d'encourager, d'aider les entreprises dans la voie de cette transition. On verra plus tard comment et comment le faire. Merci. Gaspard Koenig, vous n'êtes pas du tout sur la même ligne, vous. Vous pensez qu'il y a trop d'États en France, et que notamment à travers la norme, qu'il y a trop de normes, il y a trop de bureaucratie, et que l'État... En tout cas, c'est une manière de lire la crise actuelle. Alors, je tiens à préciser d'abord que le libéralisme n'est pas contre l'État, à part certains libertariens dans lesquels je ne me reconnais pas. Au contraire, c'est les libéraux qui, au XVIIIe siècle, ont inventé l'État moderne, dont la fonction est d'émanciper l'individu en cassant les corps intermédiaires. En tout cas, c'est la doctrine de la Déclaration des droits de l'homme sur laquelle nous vivons toujours. La question, c'est de le faire de manière universelle, inconditionnelle et simple. Donc, s'agissant des aides sociales, par exemple, c'est exactement pour cela que je plaide pour un revenu universel. S'agissant de la santé, ça peut passer par un modèle NHS beveridgien. Enfin, après, on peut lister les choses, mais le rôle de l'État est de donner à l'individu les moyens de son autonomie sans porter de jugement moral sur le comportement des uns et des autres. C'est pourquoi, d'ailleurs, je suis très opposé à toutes ces questions de RSE, mais on n'a pas le temps de parler de tout. Et alors, comme vous mentionniez plusieurs choses, j'aimerais un peu retisser les fils qui m'ont conduit à ces réflexions. C'est que j'ai effectivement fait un long voyage à travers la France l'année dernière et que j'ai été hébergé chez l'habitant la plupart du temps. Donc c'était assez intéressant de voir dans toutes les sociologies, les milieux professionnels que j'ai pu traverser, extrêmement divers, ce dont parlent les gens. Et je me suis aperçu qu'au dîner le soir, on parle de quoi en termes de sujets politiques, hein. On parle pas, enfin en tout cas moi j'ai pas entendu parler une seule fois de Macron par exemple, mais pas une seule fois le nom a été prononcé. Il y avait un changement de Premier ministre à cette époque, on savait même pas, enfin les gens ne savaient pas ce qui se passait ni qui était le nouveau, puis tout le monde s'en fichait complètement. On parlait pas d'immigration, on parlait pas de sécurité, on parlait d'une chose, on parlait des normes. Chaque soir, j'avais droit à, alors chacun dans son domaine, hein, c'est le viticulteur par rapport à la taille des dortoirs des vendangeurs, c'est le maçon par rapport à la distance de l'échafaudage et du mur, c'est le particulier par rapport à la couleur des volets décidée par l'architecte des bâtiments de France. Enfin, chacun dans son coin a un problème lié à une surcharge administrative qu'il ne comprend plus, qu'il ne peut plus respecter et qui du coup ne trouve plus respectable. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Mais la France vit dans une douce anarchie, hein. On peut parler de toutes les lois qu'on veut là, plus personne n'est capable ni de les faire appliquer, ni véritablement de les respecter. Alors chacun se trouve un interstice dans lequel l'administration le laisse à peu près tranquille et où il bricole son petit fromage. Et ça, pour l'état de droit, c'est une situation catastrophique. Et on a vu ça parfaitement lors de l'épidémie avec la folie des attestations. C'est quand même le seul pays à le faire. On a vu in vivo ce que c'est que la production normative. Et donc chacun, évidemment, face à cette surproduction, chacun triche. Parce que comme l'administration essaye de détailler le cas particulier, eh bien, en fait, c'est la meilleure manière pour que personne ne tombe dans les cases. Vous savez, les gens disent « moi, je ne suis pas dans les cases ». Mais en fait, personne n'est dans les cases. Et plus on descend en détail, moins on peut l'être. Et donc chacun ensuite triche. Et donc chacun met 15 attestations dans sa poche, chacun joue au chat et à la souris avec la police. Mais c'est comme ça pour l'ensemble de notre vie sociale, au fond. Et donc cette expérience-là, je me suis dit, c'est un sujet qu'on connaît bien à Paris, l'inflation normative. Le Conseil d'État fait des rapports tous les 5 ans, disant trop de lois tue la loi, il y a trop de normes, 350 000, c'est pas possible. Ça crée des injustices, hein, ça crée des injustices structurelles entre les insiders qui connaissent et qui bénéficient de la norme, dont, je suis désolé de le dire, les grandes entreprises qui s'amusent à poser des amendements parce que plus il y a de compliance, plus ça décourage la concurrence, et les petits qui, eux, se prennent tout ça de plein fouet. Bon, donc on le sait, et tous les présidents depuis Pompidou, en passant par Giscard, en passant par Mitterrand, ont dit qu'ils allaient simplifier, on fait une commission de simplification, une loi de simplification, il y en a encore une qui est à l'étude, et comme on le sait, ça ne produit aucun effet puisque l'inflation normative, elle est mesurée et qu'elle continue à exister. Et simplement, on s'en fout en fait à Paris. Et les gouvernants s'en foutent pour une raison simple, c'est qu'en fait, on n'est pas vraiment concerné à titre personnel.
Parce que quand on connaît des gens, qu'on est en CDI ou qu'on est dans des grandes structures, dans des grandes institutions, ou qu'on a de quoi se payer des cabinets d'audit ou des avocats fiscalistes, eh bien, c'est un peu un fardeau, mais en fait, on arrive très bien à le supporter. En revanche, quand on est artisan chauffagiste en Mayenne, j'y reviendrai, eh ben, on se prend tout ça dans la figure et ça peut pousser simplement à arrêter son activité parce qu'on ne peut plus respecter les formulaires CERFA qui sont produits de manière très vive. Et je dirais, c'est presque une question d'identité nationale. Ce qui définit le fait d'être français, c'est le formulaire CERFA. Parce que qu'on soit au RSA, chef d'entreprise, agriculteur ou maçon ou à Pôle emploi, eh bien, chacun a la même expérience du conflit de normes et de l'impossibilité. Ça, c'est ce que je vois sur le terrain, parce que maintenant, j'en reparlerai, je vais sur le terrain pour voir ça. Chacun, en fait, on n'a pas d'interlocuteur en demandant mais qu'est-ce qu'il faut faire. C'est peut-être très compliqué, mais juste dites-moi quoi faire. J'ai rencontré une dame qui tient une ferme auberge dans le Cher. La ferme auberge, c'est vraiment l'activité la plus ancienne de l'humanité, après le plus ancien métier du monde, que tout le monde connaît bien, qui consiste tout simplement à élever ses bêtes et ensuite à les vendre à ses clients. Depuis que l'homme est sédentaire, on fait une ferme auberge. Alors, la ferme doit être en GAEC, l'auberge doit être en SARL, le GAEC doit refacturer sur la SARL, mais à des taux de TVA différenciés, la SARL doit reporter un certain nombre d'heures sur le GAEC. Bref, la dame me dit, je dois faire des formations de juriste, et maintenant, moi, je passe mon temps à traiter ça, alors que c'est franchement pas compliqué comme activité, il suffit de vous expliquer les normes d'hygiène et les impôts à payer. Et pendant que mon mari s'occupe de la ferme. D'ailleurs, les normes, c'est aussi un sujet féministe, parce que c'est toujours la femme qui remplit la paperasse. Oui, c'est vrai. Bon. Et donc, je pense qu'on peut parler de tout ce qu'on veut, d'impôts, de trucs, et il y a un problème fondamental qui est que plus personne ne connaît la loi. Donc on veut toujours réformer, c'est terminé. Si on ne réforme pas, si on ne simplifie pas la vie des gens, vous allez les retrouver encore en gilets jaunes, et ils auront bien raison, parce que les gilets jaunes, c'était une norme de plus. D'accord ? Bon. Et c'est pour ça que j'ai créé un mouvement qui n'est pas un think tank, qui est un mouvement politique. Parce que j'ai compris depuis 10 ans de débat public que pour peser sur le politique, il ne faut pas avoir de bonnes idées, il faut, comme disait Staline, avoir des troupes. Ça, vous en parlerez dans votre deuxième intervention tout à l'heure sur votre mouvement simple. Guiplussimple.fr, chacun peut poster sa norme, son problème sur le site. Et moi-même, depuis 2 mois, je suis en campagne, donc je vais partout sur le territoire, je rencontre des gens confrontés à ce problème-là et j'entends des choses à se taper la tête contre les murs, véritablement. Vous en parlerez, si vous voulez bien, Gaspard, vous nous en parlerez tout à l'heure. D'autres exemples tout à l'heure de l'inflation de la norme en France. Natacha Valla, si j'entends bien Gaspard Koenig, il nous dit que l'État n'assure pas les conditions de croissance et de prospérité des Français. Or, pour vous, c'est une condition sine qua non pour pouvoir inventer cette liberté de demain et cette prospérité de demain. Alors, que l'État assure les conditions de prospérité pour demain, ça semble une condition essentielle, mais je pense que l'actualité très récente nous rappelle encore quelque chose de plus fondamental. Je trouve que ce qu'on voit en Afghanistan aujourd'hui, c'est que quand l'État n'est pas là pour assurer le développement des institutions, leur pérennité, leur respect et leur autonomie, alors les choses se passent très mal et on parle aujourd'hui de liberté, en matière de liberté, ça devient très vite très compliqué. Donc je pense que ça fait partie aussi des réflexions qu'on doit avoir sur le rôle de l'État dans l'économie, mais aussi en tant que protecteur et producteur du cadre institutionnel qui nous permet d'être libres. Donc ça, c'est une première remarque que je me fais. La deuxième, elle concourt avec tout ce qui a été dit aujourd'hui. C'est la remarque sur laquelle on a ouvert notre discussion, c'est qu'après la crise que nous venons de traverser, qui a fait suite quand même à un certain nombre de crises de nature financière, on s'est rendu compte que si l'État n'avait pas été là pour intervenir massivement et pour intervenir avec beaucoup de réactivité, l'économie serait dans un état lamentable. Je voudrais rappeler qu'un rapport a été préparé par la commission Arthuis, dont j'ai eu la chance de faire partie, commandé par le Premier ministre. Le rapport sur les finances publiques est sorti quelques mois avant celui de la Cour des comptes, mais je vous invite à aller le consulter parce qu'il y a beaucoup d'exercices, de graphiques que vous pouvez piquer pour vos présentations, d'exercices d'évaluation de stabilité de la dette publique. On a interviewé une quantité assez phénoménale d'économistes de tous bords, et tous les économistes nous ont dit, de tous bords, effectivement, il fallait intervenir dans cet ordre de grandeur. Donc là, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on a besoin d'un État qui donne le cadre institutionnel, mais qui soit aussi capable, qui ait une force de frappe financière. Et cette force de frappe financière, elle repose sur un fonctionnement pérenne.
Ce fonctionnement-là, évidemment, il repose lui-même sur la capacité à lever l'impôt. Et c'est là qu'on commence à aborder les questions. Si on prélève trop, alors les économistes de base vont vous parler de la fameuse courbe de l'affaire en cloche, mais en fait c'est assez très intuitif. Quand on prélève trop, on n'arrive plus à générer de revenus et on grève la croissance. La deuxième capacité pour assurer le fonctionnement de l'État au niveau financier, c'est la capacité à lever de la dette et donc à inspirer confiance sur les marchés. Donc ça, c'est quand même des conditions essentielles. J'aimerais rajouter une dimension au débat parce qu'on parle du rôle de l'État et de la liberté. Je préférais dans les circonstances actuelles, plutôt que de parler du rôle de l'État, de parler du rôle de la puissance publique. Parce que dans les circonstances actuelles, l'État est adossé sur des politiques monétaires, sur une action des banques centrales, sur une intrusion des banques centrales dans la vie, dans le quotidien des citoyens, des Français, des institutions, des entreprises, le financement des entreprises. Les banques centrales achètent de la dette corporate, pas aussi massivement que de la dette publique, mais intervient de façon extrême pour assurer des conditions de financement stables et favorables. Donc ça, il ne faut vraiment pas l'oublier parce que c'est dans cette complémentarité, et ça c'est assez nouveau, il y a eu des réticences majeures de la part des économistes et aussi des politiques d'accepter cette interdépendance, d'accepter de décrire cette interdépendance, mais elle va vivre avec nous pendant les décennies à venir et il faudra la prendre en compte. C'est important, pourquoi ? Parce que ça peut fonctionner d'abord, quand je dis ça, c'est-à-dire les conditions de stabilité macroéconomique qu'on a réussi à préserver avec l'intervention publique, État, Banque centrale, ça repose sur une confiance dans la monnaie. Alors là, je vais avoir mon discours conservateur, orthodoxe, que certains publics n'aiment pas, mais tant qu'on arrive à préserver les conditions de confiance dans la monnaie, on peut faire beaucoup de choses. On peut s'endetter énormément, comme on l'a vu en France, comme on l'a vu dans d'autres pays. Confiance aussi dans la gestion future des finances publiques. M. Moscovici l'a rappelé tout à l'heure dans son rôle de président de la Cour des comptes, mais je pense que le discours est unanime aujourd'hui. Le point d'attention et de vigilance que personne ne peut nier, c'est effectivement la façon dans les années à venir, on va être capable non seulement de mettre en œuvre, mais de vendre la philosophie qu'on va avoir vis-à-vis de la gestion future des finances publiques. Donc, exit les discours sur l'annulation de la dette, exit ces discours démagogues sur la théorie monétaire des finances publiques, etc. Ça repose aussi sur la force d'une monnaie internationale, son rôle international, donc dimension européenne. On ne peut pas ignorer aujourd'hui que l'euro, ce n'est pas la monnaie de la France, ce n'est pas la monnaie de l'Allemagne, c'est la monnaie de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de tous les autres membres de la zone euro, qui comprennent aussi, M. Moscovici l'a rappelé, des pays qu'on appelle frugaux et qui peuvent compliquer un petit peu la discussion sur vont nous compliquer la discussion dans le futur. Et puis, il y a une question qui, donc, sur tous ces facteurs, je pense qu'il y a la question de la stabilité macroéconomique, de la capacité à générer de la croissance de demain, parce que ce qui n'a pas été mentionné, c'est que la stabilité de la dette aujourd'hui, elle dépend bien évidemment des conditions de financement qui sont extrêmement favorables et qui vont le rester encore pour un an ou deux, mais un an ou deux à l'horizon de la dette publique, c'est quand même très peu, mais qui repose aussi sur la croissance future. Un scénario de croissance future faible vous produit des trajectoires de dette publique explosives très rapidement. On ne le dit jamais assez, il faut vraiment en avoir conscience parce que les choses, on se trouve bien dans des circonstances confortables aujourd'hui, ça peut tourner très vite. Et la dernière condition que je voudrais mentionner, et ça fait écho à ce que disait Pascal Demurgier, c'est qu'aujourd'hui, la notion de bien commun et la notion de... Alors, welfare, ce n'est pas le bon mot parce qu'il est chargé, il y a toute une historique, mais de bien-être social, ça s'intègre complètement au rôle de la politique, mais aussi au rôle des entreprises. Et je pense qu'on est en train de vivre une révolution très, très fondamentale aujourd'hui, qu'il ne faut surtout pas radicaliser idéologiquement. Moi, je suis persuadée, et c'est ce que je dis à mes étudiants qui viennent étudier la finance à Sciences Po, qu'on peut rendre compatible la notion de valeur actionnariale et de maximisation de la valeur actionnariale, c'est-à-dire que les entreprises doivent être rentables, elles doivent générer du profit, elles doivent générer du cash flow et elles doivent faire des marges, et que ça n'est pas intrinsèquement incompatible avec la notion de bien commun. Ce qui n'existe pas encore, c'est le lien entre les deux, c'est les incitations qui sont adressées aux entreprises pour que le bien commun, l'ensemble des externalités, soient prises en compte dans le fonctionnement des entreprises.
et qu'ensuite on ait des règles. Alors j'en viens aux règles parce que je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gaspard sur l'inflation des normes et des règles, et on n'en peut plus et finalement on ne respecte plus rien. Mais aujourd'hui, il y a l'élément essentiel qui se passe au niveau européen et au niveau mondial. La grande transformation, la grande révolution, elle va se situer au niveau des normes comptables et des normes comptables extra-financières. Merci. Merci Natacha Valla. Vous êtes d'accord, Pascal Demurger ? Je ne suis pas seulement d'accord, je bois du petit lait. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Natacha. À la fois complètement d'accord, et pas seulement d'accord théoriquement, mais d'accord empiriquement, parce qu'on a commencé à le faire dans mon entreprise depuis déjà pas mal d'années, d'accord sur le fait que l'on peut conjuguer performance financière et engagement de l'entreprise et contribution au bien commun. Il y a des modèles économiques qui fonctionnent et qui permettent de s'appuyer sur cet engagement pour maximiser la valeur. Je ne vais pas être trop long sur le sujet, je pourrais en parler pendant des heures, mais oui, c'est totalement compatible. Et oui, de toute façon, les entreprises demain n'auront pas le choix parce qu'elles seront sommées de faire les deux. Et dans ce contexte... Sommées par leurs clients, par leurs salariés, par l'environnement. Par les clients, par les salariés, et sommées aussi par l'État, tout simplement parce que l'État lui-même subit une pression pour faire évoluer les choses, notamment sur le plan environnemental. On a vu récemment, au mois de juin, la condamnation de l'État par le Conseil d'État parce que le juge estimait que l'État n'était pas allé assez loin sur les problèmes de pollution, et en particulier n'avait pas respecté les engagements qu'il avait pris au moment des accords de Paris. Donc oui, il est possible de concilier engagement et création de valeur dans l'entreprise. En revanche, c'est quelque chose qui est difficile, ça veut dire il y a des investissements à consentir, il y a une préférence pour le long terme. Je crois que les entreprises ne peuvent pas le faire seules sans être accompagnées, et sans être accompagnées par l'État. Et derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État, s'il veut que les entreprises s'engagent, doit conditionner ses politiques publiques en fonction du comportement réel des entreprises. Moi, je trouve qu'il n'est pas normal que, par exemple... Il conditionne en incitant, en sanctionnant ? En incitant. Je trouve qu'il n'est pas normal, par exemple, que dans le Code des marchés publics, lorsque l'État est un gros acheteur, l'État et les collectivités locales, c'est plus de 200 milliards par an, c'est quelque chose d'absolument considérable. Est-ce qu'il est normal que les pouvoirs publics achètent auprès d'entreprises qui continuent à polluer ? Est-ce qu'il est normal également d'ailleurs que le sujet de la souveraineté ne soit pas plus intégré dans les critères de choix des appels d'offres? De la même manière, je suis convaincu que demain nous arriverons à une conditionnalité de la fiscalité, par exemple. Conditionnalité de la fiscalité? Mais bien sûr, c'est-à-dire une adaptation de la fiscalité à la réalité du comportement de l'entreprise. Moi, je suis patron de la Maïf, je suis assureur. Je mesure parfaitement les gains que nous faisons grâce à la prévention. À quoi ça sert de payer une prime d'assurance beaucoup plus chère parce qu'il y a beaucoup plus d'accidents? C'est évidemment collectivement beaucoup plus intelligent de dépenser sur la prévention, d'éviter le plus possible d'accidents et donc de faire payer moins cher des primes d'assurance. Au niveau de l'État, c'est exactement la même chose. Si on évite les externalités négatives, si on prévient. Et on peut prévenir, notamment par la conditionnalité de la fiscalité, en modifiant le comportement des acteurs, on a infiniment moins de dépenses publiques derrière. Donc je crois qu'il faut repenser l'intervention de l'État, il faut aligner en quelque sorte les objectifs de l'État de bien commun et de transition avec le comportement des entreprises, et on sera collectivement beaucoup plus efficace. Merci Pascal. Madame la ministre, le président de la République a présenté dans quelques semaines un plan d'investissement pour orienter l'industrie, les technologies de demain, pour bâtir la France de 2030. Est-ce que c'est à l'État de le faire? Et pourquoi? Quand j'écoute Pascal Demurger, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un intérêt à agir. Mais je crois qu'il faut regarder plus largement le contexte. Lorsque vous avez le gouvernement chinois et le gouvernement américain, qu'on ne peut pas soupçonner de convergence idéologique évidente, qui massivement soutiennent les entreprises et protègent de manière plus ou moins assumée leur marché domestique,
il est évident que si on n'agit pas au niveau de l'Europe et nationalement au niveau de la France, on a reculé. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Aujourd'hui, la Chine et les États-Unis investissent massivement ou annoncent qu'ils vont investir massivement dans toute une série de technologies, ouvrent leurs bras grands ouverts à toutes les formes d'accélération technologique, qu'il s'agisse du cloud, de l'hydrogène, etc. Donc oui, il va falloir accélérer. Deuxième chose, et on parle de souveraineté économique ici, on parle de dépendance. Et il me semble que la souveraineté, c'est quand même un lien assez étroit avec la liberté. Est-ce que nous sommes maîtres de notre destin ou est-ce que nous ne le sommes pas? Et c'est exactement la question qui se pose aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que je crois qu'il faut sortir du fantasme de la poignée de fonctionnaires qui, dans leur tour d'ivoire, vont élaborer le plan d'investissement qui permettra de construire la France de 2030. La réalité de ces travaux, c'est que on a travaillé avec les académiques pour savoir quelles étaient leurs visions du futur. On a travaillé avec les entreprises pour percevoir les signaux faibles. On a un conseil de l'innovation présidé par Benoît Potier qui a travaillé sur quels sont les 10, 15, 20 sujets sur lesquels on doit mettre le paquet dans les années à venir. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille de manière complètement fluide avec les acteurs privés, avec les acteurs des universités, pour ne pas se tromper. Et derrière, l'État définit l'ambition, mais c'est les entreprises qui définissent les solutions. Et ça, c'est une conviction personnelle. Et je dirais, Thierry Breton l'a dit en creux sur le nucléaire par rapport au réchauffement climatique. Le sujet, c'est de limiter les émissions de CO2. La manière d'y aller, c'est les entreprises qui vont la définir en allant chercher les technologies qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Et je crois que si l'État commence à vouloir définir les solutions alors que l'innovation n'a pas eu lieu, alors que la recherche et développement n'a pas encore livré tous ses secrets, et que probablement le mix des solutions sera beaucoup plus complexe que ce qu'on peut élaborer pour le coup ex-ante, on va se tromper. Donc la légitimité de l'État, c'est de placer les ambitions et d'être à l'écoute des entreprises, mais c'est de ne pas faire les questions et les réponses à la place des entreprises. Moi, je crois en un État stratège, mais pas en un État qui se substitue aux entreprises. Et c'est comme ça qu'on va continuer à travailler. Merci. Gaspard Koenig, je vous vois faire non de la tête. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je ménage un peu mon temps de parole, mais entre ce que j'entends à ma droite, plus beaucoup, là. Ce que j'entends à ma droite sur la RSE et ce que j'entends à ma gauche sur la planification, on est en plein dans l'augmentation du contrôle d'État sur la vie des entreprises et sur la vie des individus. C'est tout à fait clair. Je ne pense pas que ce soit aux entreprises de faire respecter la morale. Si l'État a besoin d'être plus stratégique sur le plan de l'environnement, c'est son rôle. Il met une vraie taxe carbone, il fait payer les externalités, et c'est pareil et ensuite les entreprises jouent leur jeu, chacune à sa manière, au sein de ces paramètres qui auront été définis par la puissance publique. Mais ce n'est pas la puissance publique d'aller regarder le comportement de chaque entreprise. On est dans le pire du paternalisme. Et je dirais la même chose sur la liberté d'expression. Il devrait y avoir, oui, il y a des juges qui sanctionnent ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Et là, ce que fait l'État, c'est qu'il délègue en fait sa responsabilité de puissance publique aux plateformes pour qu'elles aillent sanctionner elles-mêmes ce qu'elles jugent être conforme ou non à la morale commune. Ce n'est pas le rôle des entreprises. Donc le sujet RSE, c'est un sujet liberté d'expression, c'est un sujet d'investissement, c'est un sujet environnemental. Et je pense que là, l'État, en fait, il se dépouille de sa responsabilité et il demande aux entreprises de porter des jugements qu'elles n'ont pas à porter parce qu'elles ne sont pas équipées intellectuellement, économiquement pour le faire et que ce n'est pas leur rôle. Et que si le marché trouvera des solutions, à partir du moment où on lui met les bons paramètres, ayez le courage de faire une vraie taxe carbone, et vous allez voir que ça sera plus efficace que tous les rapports environnementaux de toutes les entreprises. Et en termes de bureaucratisation, vous voyez là, par exemple... Gaspard, on a vu quand même que sur un certain nombre de dossiers, il a fallu que l'État intervienne. Je pense à la politique de l'emploi pour les personnes handicapées, je pense pour la place des femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises et des entreprises globales. Si l'État n'était pas intervenu, on en serait toujours au statu quo. J'entends mal d'ici. C'est-à-dire que l'État est intervenu dans l'économie en fixant des quotas, par exemple, de recrutement de personnes handicapées, ou alors, par exemple, de la place des femmes dans les conseils d'administration, parce que si on avait laissé le marché faire, on en serait toujours au stade de l'âge de pierre. Mais là, on n'a rien à voir. C'est une question de liberté publique, de liberté fondamentale, c'est une question de non-discrimination. Donc là, je trouve que justement, il est dans ce rôle de protection de l'individu. Il n'essaye pas de faire, si vous voulez,
des décisions, ça n'a rien à voir avec des décisions d'investissement ou avec des décisions... Et pardon, quand on donne justement un cap, qu'on soutient l'innovation et qu'on laisse les entreprises justement proposer des solutions, c'est pas nous qui sommes normatifs. C'est là où il me semble que le propos est un peu stéréotypé. Mais enfin, on s'en fout du cap. Les innovations technologiques de demain, vous ne pouvez absolument pas les anticiper, mais vous ne pouvez pas non plus demander aux entreprises maintenant, aux acteurs académiques de les anticiper. C'est des choses que vous ne pouvez pas anticiper. Donc vous devez juste fixer le coût des externalités pour que les gens aient des comportements où ils payent le dommage qu'ils créent, mais vous ne pouvez pas anticiper ce que sera la France de 2030. Ça n'a aucun orienté, sens. Par exemple, que même la mixité énergétique demain se fera via de l'hydrogène, par exemple, ce n'est pas à l'État, par une intervention publique ou par une incitation. Mais encore une fois, si vous mettiez une vraie taxe carbone, vous verriez que les entreprises... La taxe carbone n'est pas la solution à tout. Comment ? La taxe carbone n'est pas la solution à tous les maux. Mais d'abord, c'est une solution qui est relativement unanime parmi les économistes, y compris évidemment parmi les économistes libéraux qui sont les premiers à vouloir faire payer les externalités, et qui a la grande vertu de mettre en place un système d'incitation qui laisse ensuite libre les acteurs. Comme on n'a pas le courage de faire ce truc qui est compliqué effectivement à mettre en place et qui, pour le coup, est assez dur et assez intrusif, et ben on fait toutes sortes de mesures de micromanagement des comportements des individus comme des comportements des entreprises. Le mécanisme d'inclusion carbone, c'est une taxe carbone, mais justement, le grand jeu, c'est de savoir si elle est internationale ou pas. Oui, et là, on revient sur une forme de naïveté où il y a une concurrence entre les États, de même qu'il y a une concurrence entre les entreprises. D'accord, c'est pour ça qu'il y a des propositions qui viennent de l'école de Toulouse pour mettre une taxe aux frontières européennes qui ferait payer les pays. Voilà, mais ça, je trouve que c'est le bon débat pour le coup. Qui était dans le programme de La République En Marche pour les élections européennes. On va conclure par 2 dernières interventions, mesdames, Natacha Valla et ensuite Agnès Verdier-Molinier. Natacha, vous êtes d'accord ? Vous pensez que le rôle de l'État par rapport à la définition de l'avenir ? Je ne vais pas essayer de mettre tout le monde d'accord, mais il y a une question qui me semble sous-jacente assez fondamentale à ce qui est dit sur ces sujets. C'est qu'on a beaucoup de réflexions sur les normes et on ne les fait pas précéder par des réflexions sur les valeurs. Le cas de l'ESG est vraiment emblématique. Le cas de la comptabilité extra-financière dont on parlait tout à l'heure est vraiment emblématique. On est en train aujourd'hui de mettre en place à Bruxelles des suggestions pour justement avoir transposé ce reporting extra-financier dans les normes comptables. Il y a 1200 indicateurs qui sont pressentis pour être suivis, pour être reportés par les entreprises, etc. C'est fou, c'est trop compliqué. Pourquoi on ne réfléchit pas avant de développer ces indicateurs aux valeurs, au sens qu'on veut donner collectivement, alors ça peut être nous, Européens, mais c'est une démarche qui a une portée mondiale, sur ce qui compte pour nous. Est-ce que la biodiversité, ça compte plus que la propreté des océans ou la qualité de l'air ? Ça, c'est une question qui doit être débattue. Ce n'est pas une question morale, c'est une question de préférence des citoyens. Et cette préférence des citoyens, elle peut s'exprimer de façon différente en Europe, en Asie, aux États-Unis. Donc, saisissons-nous de ce débat-là avant de complexifier, de traduire en normes l'expression de ces valeurs. Et l'horloge tourne parce que de notre côté, quand je dis notre côté en Europe, l'EFRAG a remis un rapport au printemps. On sait que les IFRS sont en train de mettre en place des systèmes assez imposants et très, très pragmatiques, donc qui auront l'avantage ou l'inconvénient de pouvoir être mis en place très vite. Donc ne perdons pas cette bataille du temps et mobilisons-nous au niveau de cette réflexion sur ce qui compte vraiment collectivement pour nous, dans ce qu'on appelle de façon un peu informe l'ESG, qu'on applique maladroitement avec des normes, des indicateurs, des systèmes qui se superposent les uns aux autres, avec effectivement la priorité qui est, et là je suis entièrement d'accord avec Gaspard, de simplifier la vie des individus et simplifier la vie des entreprises. Et in fine, simplifier aussi la vie de l'État et le respect finalement de l'État de droit. Mais inversons un petit peu l'ordre des réflexions. Merci Natacha. Agnès Verdier-Molinier, pour conclure, c'est possible ou pas ? Écoutez, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on parle encore d'investir de l'argent de l'État qui n'en a pas. Où est cet argent ? D'où vient-il ? Comment va-t-on faire ? Je suis préoccupée, vraiment. On va vers les 3 000 milliards de dettes. On a 4 000 milliards de dettes hors bilan. On ne compte même pas les investissements BPI dedans. Est-ce qu'on va continuer comme ça longtemps, sans informer notre Parlement, sans informer nos concitoyens, sans que, finalement, même
l'ensemble des entrepreneurs aient conscience de ce qui est en train de se passer. Qu'on ait envie d'investir dans l'avenir, mais bien sûr. Qu'on ait envie de flécher l'épargne, la nouvelle épargne qui a été accumulée ces derniers mois, qu'on la flèche vers des start-up, vers des entreprises de croissance, par des dispositifs fiscaux, comme il en existe en Italie, comme il en existe au Royaume-Uni. Mais allons-y, faisons péter les plafonds. Pourquoi est-ce qu'on a un plafond global des niches encore à 13 000 €? C'est ridicule. Qui empêche l'investissement dans les PME en déduction d'impôts sur le revenu. Ça n'a aucun sens. Et pendant ce temps-là, on dit il n'y a pas assez de capitaux pour investir, alors ça doit être l'État qui doit le faire. Non. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la réforme des retraites avec une part de capitalisation pour avoir des vrais fonds de pension à la française et qui investissent dans notre économie et qui rachètent notre dette? Parce que vous avez parlé des Chinois, mais vous avez oublié de dire que ce sont les Chinois qui nous prêtent en plus de la BCE. Il y a la BCE, d'accord. La BCE, elle nous rachète à peu près 200 milliards de dettes. Mais comme on émet 400 milliards pour faire tourner l'ancienne dette, tout le monde a l'air de dire, vous l'avez dit vous-même Marc, plus personne n'en parle de la dette. Ce n'est pas 200 milliards par an, c'est 400 milliards par an qu'il faut trouver de financement. Cette année. Mais qui nous prête? La Chine. On a envie d'être dépendant dans les prochaines années, d'avoir énormément de dettes négociables de la France détenues par la Chine? On en parle de ça? On en parle au niveau des parlementaires? On en parle au niveau des citoyens? C'est silence radio. Où est l'argent? D'où vient l'argent? À qui on va devoir rembourser? À qui on va payer? Qui va payer? Là, il n'y a personne pour en parler. Donc, moi, j'aimerais que vous, les entrepreneurs de la France, vous soyez complètement et vous sentiez complètement concernés par ce sujet. La baisse des dépenses publiques, elle est primordiale. Le plan de désendettement de la France, où est-il? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un cadrage avec un calendrier? L'année 2023 va être une année charnière. La BCE va arrêter progressivement de nous racheter massivement des dettes. Ils l'ont déjà annoncé. Et on va se retrouver à emprunter encore 300 milliards d'euros. Il faut qu'on ait vis-à-vis des marchés financiers, vis-à-vis de nos partenaires européens, pour garder notre liberté, notre souveraineté, un vrai plan de baisse de la dépense avec la réforme des retraites. Et je comprends que vous ayez peur des grèves, des syndicats, que vous disiez c'est pas le moment. Mais en réalité, c'est le moment de repousser l'âge de départ à la retraite. C'est maintenant qu'il faut le prévoir. Parce que derrière, il sera trop tard. Le jour où on fera les réformes structurelles, en urgence, dans la douleur, parce que notre charge de la dette sera passée de 30 milliards à 80 milliards et qu'on ne saura pas trouver l'argent, là, ce sera bien pire. Donc il ne faut pas avoir peur des blocages de nos syndicats. Agnès, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que là, compte tenu de la situation économique, compte tenu de la situation sanitaire, compte tenu de l'état du pays, avec des manifestations, certes, qui ne représentent que 200 000 personnes, mais pendant l'été, pendant tous les samedis, de gens qui sont opposés soit au vaccin, soit au pass sanitaire, il faut faire la réforme des retraites, quitte à bloquer une partie du pays, quand on voit ce qui s'est passé en 2019 ou ce qui s'est passé les décennies précédentes. On a dit tout à l'heure, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. S'il n'y a pas d'augmentation d'impôts, ça veut dire qu'il y a baisse des dépenses. S'il n'y a pas baisse des dépenses, ça veut dire qu'il y a augmentation d'impôts. Il n'y a pas de baisse de dépenses l'année prochaine, ça c'est sûr. Bon. Donc, à un moment, il faut choisir son combat. S'il n'y a pas d'augmentation des impôts, il doit y avoir un plan de désendettement de la France qui ne doit pas attendre 2022. Nous, on en a proposé un à la Fondation IFRAP, mais il n'est peut-être pas parfait. Mais il y a 84 milliards de surcoûts administratifs dans l'ensemble de production de nos services publics par rapport à la moyenne des pays européens, 84 milliards d'euros par an. C'est les chiffres OCDE. Toutes ces normes dont a parlé Gaspard depuis tout à l'heure, cette bureaucratisation de notre pays que nous connaissons par cœur, ça fait combien d'années qu'on en parle? Décentraliser, gérer au niveau des régions. On va attendre combien de temps pour gérer l'éducation, pour gérer la santé au niveau de la région? On se dit qu'il faut que l'État ait un rôle, certes, régalien, mais pourquoi est-ce qu'on ne s'inspire pas de tout ce qui se passe dans les pays frugaux, notamment les Pays-Bas, l'Allemagne? Tous ces pays-là, ils gèrent beaucoup plus au niveau local. Ils n'ont pas de doublons, comme l'a dit Natacha tout à l'heure, entre les différentes strates. Ils ne payent pas 4 fois le même service public. Donc, à un moment, il faut dire aux Français qu'il va falloir faire les réformes, il va falloir baisser la dépense publique, sinon on va vers des augmentations d'impôts massives. Et j'aimerais qu'on dise la vérité plutôt que de se mettre la tête dans le sable en disant « tout va bien, c'est formidable, il n'y a plus aucun problème, la croissance est là, c'est merveilleux ». C'est le rôle
des fondations comme celle de l'IFRAP, des journalistes, des politiques, d'une campagne présidentielle, que de mettre ces débats sur la table. Je vous remercie tous. Marc. On est pris par le temps, il faut qu'on s'arrête. En plus, les gens ont faim. Merci tous les 5 d'avoir participé à cette table ronde.